financements et des circuits de financement et des cofinancements aussi, parce que ça dilue la responsabilité. Donc, c'est ce mapping des missions publiques, des périmètres publics qu'il va falloir faire. Et moi, ce que j'attends de la modernisation de l'action publique qui a succédé à la révision générale des politiques publiques, c'est vraiment qu'ils fassent ce travail-là. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, est-ce qu'ils vont avoir le courage? Je ne sais pas. Dans le premier document de la RGPP, vous aviez dans les premières lignes, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, ils disaient qu'ils allaient s'attaquer à la question des périmètres. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne leur jette pas la pierre, c'est très difficile. Mais là, on est au pied du mur, on a des milliards d'euros d'économies à trouver, et si on ne les trouve pas sur la réorganisation, sur le fonctionnement, sur le coût de production de nos services publics, ça veut dire qu'on va devoir couper dans nos services publics. Ça veut dire qu'on va couper les aides aux entreprises, alors on peut les rationaliser aussi, mais ça veut dire qu'on va couper les retraites, ça veut dire qu'on va couper les remboursements d'assurance maladie, etc. L'assurance maladie, c'est un vrai sujet. Quand on fait l'étude sur les budgets des caisses primaires d'assurance maladie, que j'appelle avec mon équipe les différents conseillers comme des caisses primaires d'assurance maladie, que je leur demande les rapports annuels, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, comment avez-vous eu mon numéro de téléphone? Alors, je leur dis, j'ai fouillé, j'ai cherché sur Internet, j'ai fini par le trouver par hasard dans un communiqué de presse d'il y a 5 ans où vous aviez eu la bêtise de mettre votre numéro. Alors, donc j'appelle tout le monde. Je leur dis, voilà, il y a 101 caisses primaires d'assurance maladie, je veux les rapports annuels des 101 caisses primaires d'assurance maladie. Combien de milliards d'euros d'assurance maladie ils gèrent, ces gens? C'est hyper important. L'assurance maladie, c'est 170 milliards de dépenses publiques, dont une bonne partie des hôpitaux, mais quand même les remboursements, ça représente un paquet. Et alors, je finis par trouver une fille très sympa qui me dit, je vais l'envoyer à tous mes collègues chargés de la com de toutes les caisses primaires d'assurance maladie. Une demi-heure plus tard, j'ai un appel de la direction de la communication de la CNAM-TS, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et il me dit, mais qui êtes-vous? Je lui dis, voilà, je dirige une fondation, on fait un travail, on voudrait récupérer tous les rapports annuels des caisses primaires d'assurance maladie, je ne crois pas que ce soit secret défense non plus. Alors, elle me dit, mais quel est votre ministère de tutelle? Alors, je dis, une fondation indépendante, reconnue par le Conseil d'État, par décret. Elle me dit, écoutez, il faudrait envoyer une lettre en recommandé à la directrice de la communication. Alors, j'ai fait une lettre, c'est ridicule. Et j'ai jamais eu de réponse à ma lettre. Et je le savais très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 101 caisses primaires d'assurance maladie, il y en a 10 qui mettent en ligne leur rapport annuel. Est-ce que c'est normal? C'est ça la démocratie? Non. Alors, moi je veux bien qu'on dise, non, on est déjà à l'os, on ne peut pas baisser la dépense, etc. Mais à partir du moment où on se rend compte que pour pouvoir sortir des chiffres, des données, il faut quasiment aller... je suis filmée. faut aller chercher ces données, qu'elles tombent du camion, comme on dit. Pourquoi comment ça se fait? Pourquoi c'est secret défense les rapports des caisses primaires d'assurance maladie? Pourquoi les rapports, les comptes annexes des comptes de l'Île-de-France, j'ai dû aussi aller les chercher comme ça en douce auprès d'un fonctionnaire qui a eu la gentillesse de nous passer les informations. Cela dit en passant, il y a beaucoup d'agents publics qui nous aident tous les jours. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent disent « Ah non, les agents ne doivent pas vous aider ». Au contraire, tous les jours, j'ai des nouvelles personnes de la haute fonction publique, de la Cour des comptes, de Bercy, qui me proposent de nous aider. Parce qu'ils voient qu'on n'avance pas et qu'ils sont sensibles à la question de l'intérêt général et qui se disent « Mais c'est pas possible ». Quand on a travaillé sur l'Assemblée nationale, j'ai appelé tous les questeurs de l'Assemblée nationale. Les anciens, les nouveaux, ceux de gauche, ceux de droite. On m'a dit « Ah non, on ne sait pas comment sont payés les agents de l'Assemblée nationale. » C'est quand même l'administration de l'Assemblée nationale. Donc, ah non, le statut, on l'a pas. Le statut des agents, on l'a pas. Ah non, on ne sait pas comment vous expliquer, comment on fait pour récupérer une partie des frais de secrétariat des parlementaires pour pouvoir les garder comme dépenses pour les parlementaires. On ne sait pas.
Qui est-ce qui m'a parlé? C'est un agent de l'Assemblée nationale qui m'a tout raconté. Alors, bien sûr, j'ai oublié son nom parce que sinon, ce serait mieux pour lui. Mais si vous voulez, comment ça se fait que tous nos parlementaires soient incapables de dire les choses de base, c'est-à-dire il y a des heures supplémentaires à l'Assemblée nationale, et ben oui, tout le monde touche les heures supplémentaires. C'est pour ça qu'on a les agents qui sont 2 fois plus payés en moyenne qu'au Bundestag ou à la Chambre des communes. En tout cas qu'à la Chambre des communes, où on est à 3300 et quelques euros, c'est en euros par mois, alors qu'en France, on est à 7777 euros en moyenne pour les agents de l'Assemblée nationale. L'opacité. C'est la première chose qu'on doit, disons, arriver à torpiller. Pourquoi? Et tout simplement parce que sans ouverture de la donnée publique, sans données, on ne peut pas travailler. On ne peut pas comparer les services publics, on ne peut pas comparer la gestion des communes, des régions, des départements, on ne peut rien faire. Il faut de la donnée fine. Et là, il y a tout un mouvement international que vous connaissez, qui est celui de l'open data, l'ouverture des données publiques. C'est fondamental. C'est aussi une réappropriation par le citoyen de sa dépense publique. En France, quand j'ai commencé à travailler à l'IFRAP, à l'époque, je rencontrais des gens qui disaient « Mais enfin, à quoi ça sert que tu ailles bosser dans un truc pareil, alors qu'en France, on a la meilleure administration du monde, on a tous les cerveaux, les meilleurs cerveaux, c'est vrai, on a les meilleurs cerveaux, et donc, on n'a vraiment pas besoin d'organismes extérieurs pour nous dire comment il faut faire. » Excusez-moi. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous ne pensez pas que c'est déjà un peu tard? En fait, on est trop gentil. On est trop gentil et on voit que au moment des gouvernements ont été un petit peu bougés par ce qui se passe dans la rue. Et malheureusement, j'ai passé pas mal devant ma vie professionnelle dans l'équipementier automobile. On ne vit pas dans le luxe. Est-ce que c'est normal que le gouvernement vit comme un client plutôt que un hôtel? Les meilleurs amis du monde ont une statistique de plus de pertes d'officiers que les autres armées. Donc ça veut dire qu'ils sont devant, suivez-moi. Est-ce normal que l'Assemblée nationale, le Sénat, n'est pas au régime général? Non. Il devrait l'être. Il nous représente. Dans les 60 milliards d'économies, il y a l'alignement des retraites. Ça va être un gros dossier cette année. Et on est en train d'y travailler, on va sortir toute une étude là-dessus. On a repris le comparatif enseignement, qui est vraiment très intéressant. Vous prenez 2 profs, la même carrière, public-privé, ils ont les mêmes salaires, ils n'ont pas les mêmes retraites. Ça fait, ils ont plus de cotisations, c'est-à-dire 8,4% de cotisation pour un enseignant du public, entre 10 et 15 pour un enseignant du privé. Un écart de 300 € par mois à la fin sur la retraite. Une évaluation d'environ 100 000 € sur la retraite moyenne touchée entre un enseignant du public et un enseignant du privé. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est la même carrière, c'est la même rémunération. Ça devrait être la même retraite. Donc on a un vrai problème, et je n'aborderai pas la question des retraites des parlementaires, parce que là, on a le même problème avec les impôts des parlementaires. Quand vous prenez la déclaration de revenus de François Hollande, 78 000 € et quelques, quand vous regardez le montant d'impôts payés, 5 125 €, vous ne dites pas qu'il y a un problème? Bon. Et après, on nous dit il y a trop de niches fiscales, les gens ne paient pas assez d'impôts, etc. Mais pourquoi? Il n'y a aucune tricherie ni rien du tout dans la déclaration d'impôt de M. Hollande. Il y a une double imposition. Quand vous êtes élu local, vous pouvez avoir une sorte de forfait qui est fondé sur le même barème de l'impôt, sauf que ça casse la progressivité de l'impôt. Si je vous tronçonne votre revenu en 5 parts égales et que je vous applique le barème, vous allez dire, ah bah oui, mais on applique le barème, c'est pareil. Non, sauf que vous ne serez jamais au même niveau du barème que si je vous fais l'addition des 5 parts et qu'à la fin vous êtes à 30, à 45%. Vous voyez la différence? C'est que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes calculs de l'impôt. Pourquoi est-ce qu'il y a cette possibilité dérogatoire de choix? J'en ai parlé avec plein de copains qui sont un peu élus locaux et qui m'ont dit, ah bah oui, le premier truc qu'on te dit, c'est coche la case,
forfait, quoi. Bah oui, c'est le même barème. Donc c'est pas choquant. Sauf que si tu creuses un peu, c'est vraiment choquant. Donc il faut, quand on est élu, avoir les mêmes impôts que ses administrés. Je les appelle les administrés exprès. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut avoir la conscience du poids de l'impôt. La conscience du poids de l'impôt, elle doit être la même pour tous. Après, moi je suis pour qu'il y ait des niches qui incitent à investir dans tel ou tel secteur, parce qu'en fait c'est une sorte de coproduction dans des secteurs qui sont à risque. C'est les startups. Mais c'est pas les œuvres d'art ou les dom-toms. C'est pas le Malraux. C'est ça la question aussi. Et la difficulté qu'on a en France, c'est que nos parlementaires, et peut-être aussi à cause de cet esprit un peu lutte des classes qu'on a conservé, il faut bien le reconnaître, ils n'assument pas le fait d'avoir un revenu qui dépasse les 10 000 euros par mois. Et ben, je pense qu'il faudrait qu'ils l'assument. Ce serait mieux pour tout le monde. Parce qu'au moins, ce serait plus clair. C'est-à-dire dire à chacun, oh là là, je gagne que 5 000 euros par mois, c'est scandaleux, vous voyez, j'ai un tout petit revenu, etc. Et ben, ça n'aide pas la pédagogie de l'économie. Parce qu'à la fin, finalement, leur part arbitrable de revenu, elle est bien supérieure à 5 000 euros. Puisqu'ils ont aussi les IRFM, les indemnités représentatives de frais de mandat, et que souvent, ils conservent une partie des frais de secrétariat. Donc en réalité, ils sont très au-dessus de ça. Donc le problème, c'est qu'ils ne paient pas d'impôt sur la grande majeure partie. Alors, c'est pas correct, si vous voulez. Parce que si vous êtes le cœur de la démocratie, vous votez l'impôt, et qu'en même temps, vous-même, vous n'avez pas la véritable sensation du poids de l'impôt, forcément, à un moment, il y a un problème. Et sans parler du fait qu'on n'a pas assez de politiques qui, en fait, viennent du monde de l'entreprise, bon, je l'évoque dans mon livre, et j'ai déjà évoqué dans le livre précédent, les fonctionnaires contre l'État. Un des problèmes aussi de la France, c'est la puissance de l'administration, qui est aussi liée au fait qu'elle est tellement bien représentée dans les syndicats, puisque vous savez qu'on a 1 500 000 syndiqués en France, il y en a 1 million qui est dans le public et 500 000 dans le privé. C'est-à-dire qu'on a inversé la proportion, enfin on a fait plus qu'inverser la proportion entre secteur privé et secteur public en termes de représentativité dans les syndicats. Et on a le même problème avec finalement le secteur public qui est très représenté chez nos élus. Et c'est un problème aussi, moi je dis souvent que la parité homme-femme, bon, c'est un sujet, ok. Mais la parité publique-privée, c'est un sujet encore plus important. Beaucoup plus important même. Je pense que c'est bien de vouloir absolument avoir des femmes sur les listes électorales, ce serait encore mieux de dire, voilà, sur ma liste, il y a autant de gens, au moins autant du secteur public que du secteur privé. Et ça, c'est aussi un problème de culture. Ensuite, sur le cumul des mandats, qui est un sujet qui va être abordé par le gouvernement, je l'espère, enfin, ce sera sûrement voté, mais ce sera à partir de 2017, comme tous les gouvernements. Hein. C'était pareil sous le précédent gouvernement, c'était à partir de 2012, on ne pouvait plus faire la double cotisation entre retraite de fonctionnaires et retraite de parlementaires. Donc ils sont tous là-dessus, ils sont tous à peu près dans la même veine. Mais la question du cumul des mandats, j'y croyais pas, mais à force de travailler sur ces questions, elle est fondamentale. Parce que comment vous voulez que le parlementaire décide de serrer véritablement la ceinture aux collectivités locales quand il est lui-même à la tête d'une collectivité locale, quand il n'a pas envie de serrer la ceinture? Et les partenaires sociaux sont aussi responsables de la situation dans laquelle on est. Aussi bien ceux du patronat que ceux des salariés. Parce que la gestion paritaire de nos dépenses sociales, elle est réelle, ils ne sont pas aussi puissants qu'ils ont pu l'être, disons, dans les années peut-être 70-80. Mais aujourd'hui, ils devraient tirer la sonnette d'alarme beaucoup plus fort. Et c'est proposer d'eux-mêmes cette réorganisation.
Je prends qu'un exemple. La fusion des complémentaires retraite avec la CNAV. Même si le MEDEF commence à en parler. Ça devrait faire longtemps qu'ils auraient dû dire qu'il faut absolument le faire. Le problème, c'est qu'il faut protéger aussi des baronnies. Et que chaque complémentaire a un président, a tout un staff, etc. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler pour montrer qu'on peut économiser, selon nous, au moins 1 milliard d'euros rien qu'en fusionnant tous les régimes de retraite. Rien que sur la gestion. C'est énorme. Ils délivrent le même service. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de morceler comme ça, en plus avec un partage qui n'est pas concurrentiel, c'est-à-dire vous êtes dans une association, vous êtes dans une entreprise, vous n'avez pas le choix de votre complémentaire. Si vous aviez un choix, pourquoi pas? Mais là, il n'y a pas de choix. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est pas... Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Quand on dirige une fondation comme la Fondation IFRAP, bien sûr, on garde un optimisme important chevillé au corps, sinon on irait faire autre chose. Je crois qu'il y a beaucoup de talent en France, qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour finalement retrouver la dynamique de la croissance, et ça répond à la question d'aujourd'hui. On a des entrepreneurs formidables, on a des jeunes qui sont finalement pas si mal formés que ça, qui ont souvent envie d'entreprendre pour justement retrouver une place dans cet ascenseur social qui est un peu bloqué. Et je pense surtout à ceux qui ne sont pas spécialement hyper diplômés et pour qui l'entreprise peut être aussi un choix vraiment très gratifiant sur le long terme, même si en termes d'engagement, de temps passé, etc., c'est très prenant. Et je pense que si on trouve les quelques réformes à faire, les quelques leviers, on avait proposé 100 jours pour réformer la France, on avait listé toutes les réformes qu'on voulait faire, un plan start-up, la réforme du code du travail, la réforme bien sûr, ce que j'ai expliqué des périmètres, la baisse des dépenses publiques qui est inhérente, enfin, et tout ça c'est un programme, mais c'est un programme qui peut donner vite des résultats, parce qu'il redonnera aussi la confiance. La question c'est, est-ce que aujourd'hui le gouvernement actuel va se tourner plutôt vers un modèle à la Gerhard Schröder avec le discours qu'a fait le président Hollande la semaine dernière au SPD en disant qu'il était très admiratif de Schröder, de l'agenda 2010, des lois Hartz, de toutes ces réformes finalement qui ont structuré l'Allemagne d'aujourd'hui et qui la structurent toujours. Le chômage partiel, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on parle de la flexibilité horaire dans les entreprises allemandes? Du fait que déjà en 1994, Volkswagen négociait avec ses syndicats pour avoir des plages horaires super flexibles d'une semaine à l'autre, avec une annualisation du temps de travail qui permettait une semaine de travailler 30 heures, la semaine d'après 42, sans aucun problème et sans heures supplémentaires, sans variation du salaire mensuel. C'est vachement important ça. Nous on a fait l'ANI. Il faut que la boîte soit quasiment au bord du dépôt de bilan pour pouvoir négocier sur les salaires et négocier sur le temps de travail. Donc, il y a encore énormément de chemin à faire, je vous l'accorde. On pourrait voir les choses tout à fait en noir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui lisent mon livre qui me disent « Oh là là, finalement, on ne sait pas comment s'en sortir et tout. » Mais je crois qu'on va de toute façon être obligé de faire ces réformes et qu'il faut de plus en plus marteler ses idées, marteler ses propositions, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à ce qu'ont fait nos voisins. L'Allemagne va être aussi un booster pour nous obliger, la Commission européenne aussi. Quand vous entendez il y a un an le président Hollande qui dit ah ben on va faire la retraite à 60 ans et maintenant qui fait un énorme lapsus aux assises de l'entrepreneuriat en disant 65 ans au lieu de 65%, vous voyez, il y a des choses qui ont changé. Quand on entend Henri Emmanuelli qui dit « Ah ben oui, dans ma circonscription, il y a des gens qui ont passé plus de temps à la retraite qu'en activité », ils sont en train de réfléchir là-dessus. Quand vous avez passé plus de 10 ans dans l'opposition à ne pas réfléchir, bah forcément, bah oui, mais c'est aussi de la démagogie. Oui, mais... Ils le savent, beaucoup le savent, pas tous, mais beaucoup le savent. Ouais, mais je pense qu'ils croyaient vraiment qu'il y avait encore des réservoirs d'impôts
et des possibilités de lever de l'impôt supplémentaire. Ça, je suis persuadée qu'ils le croyaient vraiment. Et que finalement, ils se rendent compte que les recettes, et nous on surveille toutes les recettes fiscales là, tous les mois, là, et avec les comparatifs entre l'année d'avant, cette année, etc. On est à peu près dans les clous de l'année dernière. Mais on n'est pas dans les clous des prévisions d'augmentation de recettes qui sont plutôt, la courbe est plutôt comme ça, et la courbe réelle, elle est plutôt comme ça. Vous voyez. Donc il va y avoir quand même un petit problème sur la question des recettes. C'est pas parce que vous taxez quelqu'un à 100% que vous récupérez 100% de son revenu. Il y a un moment où ça, c'est un principe de réalité, ça s'appelle la courbe de l'affaire. On a sorti ça dans toute une étude en octobre dernier sur le budget 2013-2017. On a montré que sur le capital et sur le travail, on est déjà depuis 2010 au maximum de la courbe de l'affaire. Donc tout le reste, c'est de une espèce de comment ils appellent ça, cavalerie fiscale, où finalement on est en train de créer des mini-taxes, des nouvelles taxes pour arriver à comment dire, réduire l'impact de cette courbe de l'affaire. Donc tout ça, il y a un moment où il va falloir aussi être beaucoup plus raisonnable. Moi, je proposerais même une exonération des plus-values à la sortie pour les startups, une exonération totale. C'est ce que font les Britanniques. Il y a incitation à l'entrée, incitation à la sortie. Quand on investit dans des boîtes de définition communautaire, démarrage, amorçage, très risqué. Et vous avez véritablement des outils fiscaux qui sont très dynamiques là-dessus. Mais la courbe de l'affaire, c'est cette courbe qui montre que, vous voyez, vous taxez à 0, clac, vous taxez à 10%, à 20%, à 50%, à 70%, hop, clac. Et là, vous taxez plus, et le rendement de l'impôt baisse. C'est-à-dire que, mécaniquement, il y a un moment où le contribuable, qui est intelligent, ça on l'a oublié, eh bien, il y a un problème de contournement de l'impôt, d'évitement fiscal, d'exil, de réduction de son activité, qui fait qu'il n'y a plus les recettes. C'est-à-dire que c'est aussi une désincitation à la création de richesse, si vous voulez. Parce que celui qui décide que finalement, à la moitié de l'année, il faut qu'il arrête de travailler parce que tout le travail qui va générer en plus, tout le revenu qui va générer en plus, va aller abonder les caisses publiques, eh bien c'est un arbitrage qui, au final, quand on fait un peu le calcul, on se dit, bah oui, mais à quoi ça sert que je m'épuise pour rien. Ensuite, celui qui va vendre une entreprise, une start-up, et à qui on va dire, c'était l'ancien projet, tu vas payer 62% de ta plus-value à l'État, bien là, il dit, bah oui, je vais aller en Belgique. Et donc, il paie zéro plus-value à la France. Donc, la question, c'est de trouver aussi ce qui est acceptable. Et bien sûr, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas d'impôts, de cotisations sociales, etc. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est de dire qu'il faut être équilibré. Vous voyez, quand on voit d'un côté l'idée qu'il faut taxer de plus en plus les hauts revenus, etc., qui pour moi sont ceux qui aussi génèrent la création d'emplois, la création de richesses. Mais il faut les utiliser intelligemment aussi. Je dis utiliser à bon escient, c'est-à-dire que nos riches, il faut qu'ils investissent dans les boîtes des autres. Il ne faut pas qu'ils investissent que dans des baraques ou dans les dom-toms ou dans des œuvres d'art. J'ai rien contre l'art contemporain, mais je préfère nos véritables œuvres d'art qui sont nos entreprises. Et quand je vois des entrepreneurs qui me disent oh, bah, j'ai dû me lancer dans la collection de statuettes en bronze du XVIIe siècle, je m'en foutais un peu, mais finalement c'est sympa. Je me dis, ce type-là, tout ce qu'il met dans ses statuettes en bronze du XVIIe siècle, eh bien, il l'aurait mis dans une boîte s'il avait une incitation aussi forte. Si on disait demain, toutes les actions, toutes les participations dans des entreprises ne sont pas taxées à l'ISF, et on arrête avec cette système d'outils de travail, d'être obligé d'être dirigeant, de pacte d'actionnaires, des 25% qu'il faut payer, des trucs mais ubuesques dans lesquels on est rentré et où on passe un temps infini avec des conseillers fiscaux et des holdings animatrices de groupe, je sais pas quoi.
pense que ce serait plus simple de dire, bah oui, une vraie œuvre d'art, c'est nos boîtes. Et là, pas d'ISF. Et il semblerait qu'on y réfléchisse quand même au plus haut niveau de l'État. Hein. Est-ce que vous avez fait ce genre de conférence auprès des partenaires sociaux? Et quelle réaction vous avez eu? Parce que les blocages, vous avez très bien les dysfonctionnements de l'administration, de la fonction publique, ils sont là depuis 40 ans. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui était paru en 1976, Le bal français d'Alain Pétry. Il disait il y a 40 ans exactement ce que vous dites. Et je trouve que ça a complètement divergé depuis, en pire. Et on sait très bien que les administrations et les ministères ne sont pas gouvernés par le ministre, mais par les syndicats, à commencer par l'éducation nationale. Donc comment est-ce que vous allez... Faut casser qui va le faire? Si on ne casse pas les syndicats dans la fonction publique, on n'arrivera à rien. Donc comment le faire? En fait, je n'étais pas un chantre de la décentralisation, mais je pense par exemple qu'effectivement il faut commencer par l'éducation, parce que c'est le gros bastion. Et que si vous commencez par l'éducation, si vous le décentralisez, si vous autonomisez les écoles, si vous permettez de faire aussi, parce que moi, mon idée derrière, c'est aussi de dire, ben voilà, une école, un collège, un lycée, dans une ZEP qui fonctionne très mal, où les élèves n'ont pas vraiment d'avenir, eh bien on dit, ben voilà, on le fait gérer sur appel d'offres, puis on voit si avec le même budget, on ne peut pas faire mieux. Donc ça comment on fait? Ben, il faut du courage, il faut du courage et dire, voilà, maintenant, à partir de maintenant, on arrête d'avoir 4 financeurs dans l'éducation, la commune, le département, la région, l'État, et on dit il y a un seul financeur. Et ce financeur, c'est la région, par exemple. Et la région, au lieu d'aller financer des associations qui ne servent pas à grand-chose, de se mettre sur des sujets, parce qu'il y a nos régions, enfin, j'ai étudié pas mal l'Île-de-France, c'est une région, c'est la région la plus riche, elle n'est pas forcément représentative, etc. Quand vous voyez les subventions de la région Île-de-France, on voit que les dépenses sur le tourisme, le comité régional du tourisme, etc., on se dit que s'ils avaient une vraie mission, vraiment forte, à gérer en entier, ils ne se disperseraient pas sur des sujets périphériques. Donc après, c'est une question aussi, j'allais dire de deal, mais j'aime pas trop ce mot, mais à un moment, entre les collectivités locales, l'État, et je pense aussi la sécurité sociale, parce que cette réorganisation totale de nos services publics, je pense qu'il faut aussi à un moment la lancer, mais la lancer avec des étapes, un rétro-planning assez fin, et dire voilà, on commence par l'éducation, ensuite on passe à la culture, et on a tout un programme de réorganisation sur le long terme. Ça pose aussi la question et là je dois écrire un papier pour la revue de l'ENA sur ce sujet qui s'appelle décentralisation, mission impossible, en interrogation. Et le sujet, c'est aussi la question de la responsabilité des échelons par rapport à leur financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi déresponsabilisé totalement les collectivités locales en leur donnant 60 milliards d'euros qui arrivent directement du budget de l'État. Et ça, c'est pas sain non plus. Donc il y a toute une réflexion aussi à mener sur est-ce qu'il ne faut pas une co-responsabilité locale, nationale sur le vote de certains impôts. On pense peut-être à la TVA, on pense à d'autres impôts sur lesquels il y aurait un arbitrage qui ne serait pas un arbitrage que central. Mais c'est vrai, vous avez raison, la question c'est qui va le faire. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui, notamment des cabinets privés, sur ce genre de problématiques, la question des périmètres, etc. Et moi, j'ai pas mal de contacts avec eux parce qu'ils travaillent en ce moment avec le ministère. Vous avez des cabinets privés, c'est... Ah bah c'est des cabinets de conseil. Hein. En réalité, quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, ils ont dit on n'a plus de cabinet de conseil, etc. 15 jours après, ils les rappelaient. Hein. Donc voilà, la réalité c'est ça. Après, est-ce que le branchu, Cazeneuve, Hollande vont aller dans la logique de cette révision des périmètres? Reprenez une étude de Terra Nova sur la RGPP d'il y a 1 an et demi, où il ne disait que ça, la RGPP c'est nul parce que ça ne s'attaque pas à la question des périmètres. Il y a aussi une question de mentalité au niveau des élus locaux. Je vais vous donner un exemple. J'avais